Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart for Change, sur les réseaux sociaux de Smart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous parlerons d'immobilier, mais d'espaces atypiques, de lieux atypiques en immobilier, puisque nous évoquerons l'idée d'investir dans un bien atypique avec Julien Aussi, président fondateur du réseau Espace Atypique. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'assurance emprunteur. Nous nous demanderons quel est le rapport qu'entretiennent les propriétaires immobiliers vis-à-vis de leur assurance emprunteur 2 ans après la loi Lemoine qui permet donc de changer d'assurance emprunteur à tout moment. Comment ont été vécues ces 2 premières années de l'entrée en application de cette loi Lemoine et surtout aujourd'hui quelle est la stratégie sur le sujet. Nous en parlerons avec Ludovic Usieux, cofondateur d'Artemis Courtage, mais aussi avec Agnès Bruat, directrice générale de MetLife France. Et puis enfin, dans la 3e partie de l'émission, dans l'œil de l'expert, nous retrouverons Damien Léda, directeur de la gestion chez Galilée Asset Management, avec qui nous nous demanderons comment bien sélectionner un ETF. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, dans Patrimoine Passion, nous allons tenter de comprendre comment et pourquoi investir dans un bien atypique. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Julien Aussi. Bonjour Julien Aussi. Bonjour Nicolas. Vous êtes président fondateur du réseau Espace Atypique. On va essayer de comprendre comment aborder ce type de bien atypique, justement comme leur nom l'indique, lorsque l'on est investisseur. On va essayer de comprendre aussi si les drivers du marché de l'immobilier ont eu les mêmes incidences sur des biens atypiques. Juste avant, peut-être un mot sur une actualité. Vous avez développé un partenariat avec Drouot pour vendre des biens atypiques aux enchères. Est-ce que ça veut dire qu'un bien immobilier dit atypique se vend différemment qu'un bien immobilier classique, Julien Aussi? Effectivement, nous avons un partenariat privilégié avec la maison Drouot, dont nous sommes très, très satisfaits. Effectivement, les biens atypiques sont différents. Ils ont parfois une estimation qui est compliquée. D'accord. Ils sont rares. Donc, le fait de pouvoir éventuellement les proposer aux enchères permet de trouver le juste prix, une clientèle adaptée, peut-être étrangère, et pour un bien liquide, la possibilité de vendre peut-être plus cher que l'estimation. Quand on dit que c'est parfois plus difficile à estimer, ça veut dire quoi? C'est quoi déjà un bien atypique? C'est ce qui ne rentre pas dans les cases du marché et des comparateurs de prix, par exemple, sur le marché de l'immobilier? Un bien atypique, c'est vrai que c'est un bien qui est rare, c'est un bien coup de cœur. Donc, je peux donner quelques exemples. Ça peut être un loft, un atelier d'artiste, en centre-ville, un appartement avec une terrasse, une cour, un jardin, mais aussi une belle maison contemporaine ou une bâtisse ancienne avec un potentiel de réhabilitation ou l'intervention d'un architecte ou décorateur. Donc, c'est tout bien un petit peu à part, qu'il est parfois compliqué d'estimer, et c'est là que notre expertise rentre en jeu. Et donc du coup, le fait de potentiellement pouvoir vendre aux enchères, ça veut dire qu'il y a un rapport au marché qui se fait directement, et potentiellement ça permet d'estimer aussi avec plusieurs investisseurs dans la salle, si je comprends bien. Exactement, ça donne une transparence finalement et une vérité de prix avec ces enchères. C'est bien atypique, donc ça reste des biens immobiliers, si on se pose la question de l'année 2024 et de la manière dont le marché immobilier a vécu l'année 2024, on a eu sur ce plateau les réponses de professionnels du secteur de l'immobilier. Est-ce que les espaces atypiques ont suivi les mêmes tendances, ont réagi aux mêmes drivers de marché que le reste du marché immobilier? On parle de l'ancien surtout, parce que je pense que le neuf ne vous concerne pas forcément, mais plutôt de l'ancien. Tout à fait, on vend essentiellement des biens anciens. L'année 2024 a été compliquée, effectivement, avec un premier semestre difficile, mais un réveil assez important au 2e semestre. Et chez Espace Atypique, nous avons surperformé le marché. Là où les transactions devraient terminer à moins 10, moins 15% en 2024, nous sommes à plus 5%. D'accord, sur l'année. Sur l'année 2024. Est-ce qu'il y a eu un rattrapage en 2e partie d'année, ou ça veut dire que vous avez mieux résisté en première partie d'année? En première partie d'année, ça a été compliqué aussi. On était en baisse, mais on a eu un gros rattrapage à partir du mois de juin et surtout au mois de septembre dans les grandes villes et Paris notamment. Et alors, comment vous expliquez que potentiellement, que vous avez surperformé le marché, comme vous dites? Après, les biens atypiques, ce sont des biens rares,
des biens coup de cœur, donc ils suscitent de l'intérêt, je dirais. D'accord. C'est un bon placement, parce que ce sont des biens avec des qualités indéniables. Et puis, je pense qu'on a su accompagner mieux nos clients, s'adapter à ce nouveau marché. Ça veut dire quoi, qu'il y a peut-être un facteur émotionnel plus grand quand on achète un espace atypique et que ça a potentiellement aidé à conclure des ventes, ou ça veut dire que peut-être qu'on fait moins appel au crédit, peut-être qu'on ne s'adresse pas à la même typologie de clientèle. Est-ce qu'il y a aussi des indicateurs à aller chercher de ce côté-là? C'est vrai, le coup de cœur, c'est nécessaire pour acheter, en tout cas chez nous. Le financement, c'est vrai que la moitié de nos clients ne font pas appel à un financement. D'accord, donc peut-être que ça joue aussi effectivement pour effectivement accompagner la décision d'achat. Ouais. Tout à fait. Et puis les taux ayant baissé en cours d'année, ça a dynamisé le marché pour la résidence principale. Comment est-ce que vous voyez 2025 sur ce marché? En fait, c'est un marché proche du marché de l'immobilier, mais qui n'est pas exactement le même, si je comprends bien. Donc, c'est un marché de biens atypiques. Oui. Comment est-ce que vous le voyez évoluer en ce début d'année 2025? Nous, on est plutôt confiants sur l'année 2025. Il y aura un redémarrage assez significatif. On estime à plus 10, plus 15% le rebond du marché sur cette année 2025. D'une part, parce que beaucoup d'acquéreurs n'ont pas pu acheter. Donc, il y a une certaine frustration. Et au bout d'un moment, il faut que les projets se fassent. Et puis les taux, même s'il y a une incertitude au niveau économique, fiscal, et que les OAT peut-être repartent un peu à la hausse, vu que la BCE va baisser ses taux et que les banques souhaitent prêter aux particuliers, je pense qu'il y aura des conditions en tout cas de financement qui seront très correctes pour les particuliers. Et ça peut venir aussi aider effectivement pour les 50 autres pourcents qui quand même font appel à un crédit immobilier et qui eux peuvent être intéressés par un espace atypique. Est-ce que vous considérez que les biens immobiliers classiques sont concurrents des espaces atypiques, ou est-ce que vraiment on est sur des typologies d'acquéreurs très différents? Il y a les deux. On va avoir des clients, on va dire, classiques qui recherchent un bien et qui vont avoir un coup de cœur pour un bien atypique. Et puis on a après des clients qui nous suivent régulièrement et qui ne cherchent que de l'atypique ou qui veulent un bien vraiment original et se différencier par le type d'habitat qu'ils vont acquérir. Et qu'est-ce qu'il faut avoir en tête lorsque l'on achète un bien atypique? Est-ce que c'est très différent d'un achat immobilier à partir du moment où on a décidé de l'acheter et qu'on a décidé d'y vivre? Alors c'est un bien immobilier, tout de même, mais il faut faire attention sur certains biens qui ont un passé industriel ou certains biens qui ont été réhabilités avec des permis de construire, à vérifier, notamment au niveau de l'urbanisme, que tout soit en règle. Donc il y a un travail préliminaire, on est très attentif dès l'estimation que tout soit correctement fait. Oui, parce qu'on peut avoir un coup de cœur sur une ancienne usine transformée en logement, mais encore faut-il que tout ait été fait dans les règles de l'art pour qu'on ne vienne pas requalifier ensuite le logement plus tard, par exemple. Exactement. C'est ça le risque. Oui, d'accord. Que la transformation en habitation ait bien été faite avec les autorisations adéquates. Oui, il n'y a pas que les travaux intérieurs, il y a aussi toutes les autorisations autour à avoir en tête. Un mot peut-être sur les délais de vente en matière d'espace atypique. Est-ce que c'est des biens qui se vendent comme sur le reste du marché? Est-ce que les délais sont plus courts parce qu'il y a un facteur émotionnel, plus long parce qu'il faut se projeter aussi? Après, ça dépend des biens. Un bien liquide, on va dire, en centre-ville va partir rapidement. Un bien qui est surestimé va mettre plusieurs années, en tout cas avant de trouver son juste prix pour partir. Ouais. Et ça arrive ça, des biens surestimés, parce que justement il y a le côté coup de cœur de celui qui achète, mais il y a aussi l'attachement émotionnel de celui ou celle qui vend. Et là du coup on peut avoir des biens qui sont surestimés. Oui, parce que les personnes ont mis toute leur vie finalement dans cet achat, dans la rénovation. Elles y ont des souvenirs aussi, donc pour ces personnes-là, ce qui est naturel, c'est le plus beau bien, parce qu'elles ont vécu, elles ont été heureuses. Donc après il faut du temps pour expliquer tout simplement quelle est la valeur du bien, et puis c'est le test marché qui va donner raison ou pas à l'estimation. On est dans une émission qui s'intéresse à tous les sujets placement ou investissement. Est-ce qu'un espace atypique peut constituer un bon placement, un bon investissement, ou alors est-ce qu'il faut avoir en tête justement des spécificités particulières du fait qu'on ne s'adresse pas à tout le monde et que potentiellement les délais de vente peuvent être un petit peu plus longs dans certains cas? Alors les délais de vente chez nous n'ont pas forcément augmenté avec la crise. On est autour de 3 mois et demi entre la signature du mandat et la promesse de vente. D'accord. C'est-à-dire à peu près 2 mois et demi entre la mise en vente et la signature d'une offre. Moi je pense qu'un bien atypique est intéressant en termes de placement, d'investissement, parce que ce sont des biens qui ont beaucoup de qualité. Ils ont souvent des extérieurs, du volume, de la personnalité, et ils sont soit rénovés de manière contemporaine par un architecte ou un décorateur, donc c'est un bien de grande qualité, ou alors on a aussi des biens qui ont un potentiel de réhabilitation, et pour quelqu'un qui a l'habitude, qui est architecte, encore une fois, ou décorateur, ou qui n'a pas peur des travaux, il peut effectivement avoir une plus-value à la sortie. Un espace atypique, c'est forcément un bien d'exception. Vous parlez de décorateur, d'architecte, c'est-à-dire que c'est forcément des biens qui sont
beaux quelque part ? Oui, en général, s'ils sont refaits, on aime bien qu'ils soient beaux. Ouais. La déco, ça aide aussi pour se projeter. Voilà, mais on ne sélectionne pas forcément de cette façon-là. On a tout type de biens. Les biens typiques, c'est assez varié finalement en termes de taille, de localisation, de style. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts si on veut quelque chose d'original. Merci beaucoup Julien aussi de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le président fondateur du réseau Espace Atypique. Merci beaucoup. Merci. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à l'assurance emprunteur et notamment aux effets de la loi Lemoine qui permet depuis 2 ans maintenant de renégocier à tout moment son assurance emprunteur. Qu'en est-il 2 ans après ? A-t-on vu des pics de renégociation ? Quelle tendance à l'heure actuelle, donc fin 2024, début 2025 ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir 2 experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. On accueille tout d'abord Agnès Bruat. Bonjour Agnès Bruat. Bonjour Nicolas. Vous êtes directrice générale de MetLife France, donc un assureur de personnes. Et MetLife France édite notamment un baromètre CSA emprunteur. Et notamment, il y a l'édition 2024. Et vous allez pouvoir nous dire ce que vous avez constaté en matière d'assurance emprunteur. On accueille également Ludovic Usieux. Bonjour Ludovic Usieux. Bonjour Nicolas. Vous êtes cofondateur d'Artémis Courtage et vous allez pouvoir nous dire effectivement ce que vous constatez dans les négociations que vous pouvez mener sur le sujet de l'assurance emprunteur. Agnès Bruat, on va commencer avec vous, notamment sur les chiffres que vous constatez donc, au sein du baromètre CSA emprunteur 2024. Est-ce que vous constatez que depuis que la loi Lemoine est entrée en vigueur, on a eu un pic de renégociation, tout le monde a voulu renégocier son assurance emprunteur. Et qu'en est-il en 2024 après une année 2023 où là pour le coup on en a beaucoup parlé du fait de son entrée en application ? Alors, donc on a effectivement réalisé un baromètre emprunteur en 2023 et en 2024 auprès de courtiers en crédit, courtiers en assurance, CGP. Donc on peut comparer les résultats entre 2023 et 2024. Donc on avait vu une hausse, un succès on va dire en 2023, beaucoup de substitutions. D'accord. Ce qu'on voit en 2024, c'est plutôt une stabilisation. D'accord. On a 70% des distributeurs qui nous disent que pour eux l'activité en substitution est stable. Et on a aussi un autre élément, c'est par rapport aux freins qu'on pouvait constater. Donc le premier frein qui était cité en 2023 était le frein des banques. Et le deuxième frein... La difficulté à changer, c'est ça C'est ça. Parfois, les banques qui pouvaient être un petit peu difficiles pour changer d'assurance emprunteur. Dans le cas où l'assurance était proposée par la banque ou en tout cas une filiale de la banque qui proposait le crédit immobilier. D'accord. C'est ça. Et que l'emprunteur souhaitait donc faire procéder au changement de son assurance emprunteur. Donc le fait que les banques, créent peut-être des difficultés. Donc c'est un frein qu'on constate toujours, mais qui a diminué de 15 points par rapport à l'année dernière. Et le deuxième frein qui était cité, c'était la complexité de la procédure de changement d'assurance emprunteur, donc pour les courtiers et leurs clients. D'accord. Et c'est un frein qui a là aussi reculé. Oui, parce que finalement l'idée de la loi Lemoine, c'était justement de simplifier au maximum quand même ce changement. Tout à fait. Je pense que les banques, en fait, s'y sont préparées en interne. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide du côté des banques. Et je pense qu'aussi, il y a un certain nombre d'acteurs et d'assureurs comme MetLife qui ont mis en place des services un petit peu clés en main qui permettent d'accompagner les courtiers en envoyant les courriers recommandés, en relançant si on voit qu'il n'y a pas de réponse de la banque, et voire même en appelant les conseillers bancaires pour pouvoir en fait éditer les avenants, parce qu'il y a quand même tout un process opérationnel donc qui semble en tout cas se fluidifier, c'est ce qu'on constate. Ludovic Usieux, c'est plus simple en 2024 de changer, en 2025, mais on regarde un petit peu l'activité 2024, c'était plus simple en 2024 de changer d'assurance emprunteur qu'en 2022 par exemple ? C'est beaucoup plus simple. D'abord, il faut dire que la loi Lemoine, c'est la plus belle réussite de toutes les couches de réglementation et de loi qu'il y a pu y avoir sur l'assurance emprunteur depuis 2010 et la première loi Lagarde. Le process pour en sortir ou pour changer d'assurance emprunteur est beaucoup plus efficace. Et puis, ce qui est vrai, c'est que tout le monde s'était préparé à cette loi chez les courtiers en assurance, chez les assureurs, et qu'il y a des processus qui sont plus fluides, c'est beaucoup plus simple. C'est des petits formulaires à remplir. Il y a des courriers automatiques qui sont envoyés soit par le courtier, soit par l'assureur, et on sort plus facilement de sa première assurance pour en changer. Ça prend combien de temps globalement de changer d'assurance emprunteur ? De quelques semaines à quelques mois, selon les formalités médicales, selon le montant à assurer ou à réassurer.
Mais ça peut aller très vite aussi, en fait, parce qu'aujourd'hui, tout est digitalisé. Bien sûr, après, c'est le temps, effectivement, que les banques procèdent au changement d'assurance. Mais la souscription en elle-même peut être très rapide. La souscription est rapide. Après, il y a une petite période. Il y a le changement. Oui, c'est ça. Il y a le changement. Transfert. Entre la souscription qui se fait vite, mais après, le transfert, là, peut prendre plus de temps. Ludovic Cusieux, pourquoi est-ce qu'on change d'assurance emprunteur? Parce que l'idée, c'est de payer moins cher, si je comprends bien, potentiellement de réduire le coût de l'assurance emprunteur. C'est l'unique raison qui a fait qu'en 2023 et 2024, on est venu vous voir pour vous dire comment est-ce que je fais pour changer d'assurance emprunteur, comment est-ce que je fais jouer la concurrence. C'est comme ça que ça s'est passé? C'est comme ça que ça s'est passé. Ce qui a un vrai succès, c'est le côté pouvoir d'achat, où de toute façon, les assureurs avaient baissé le montant des primes qu'elles prélèvent aux emprunteurs. Et je pense que depuis 2010, la baisse est facilement constatable, probablement aux alentours de 30 ou 35%. Côté pouvoir d'achat, c'est donc une franche réussite. Côté concurrence, on progresse d'année en année. La loi Lemoine est une pierre supplémentaire pour progresser dans la mise en concurrence des banques assureurs et des assureurs. La première raison, c'est le prix. En général, soit on a été dans un process de souscription de crédit immobilier, il y a une assurance qui est collée au crédit immobilier, on a voulu aller vite, on n'a pas forcément bien comparé au moment de l'acquisition, et puis quand on a un peu plus de temps, on revient sur le sujet assurance. On revient sur le sujet, on regarde, et puis potentiellement, on souscrit une nouvelle assurance. Et puis l'autre cas de figure le plus courant, c'est après quelques années de suivre l'actualité, de s'apercevoir qu'il y a des lois maintenant qui permettent d'en sortir plus facilement, et on fait une petite comparaison et après on se pose la question et on décide. Et alors c'est justement pour cette raison, Agnès Brua, que j'aimerais revenir sur ce que vous constatez dans le baromètre, parce que vous nous dites pic de renégociation en 2023, stabilisation en 2024. Comment est-ce qu'on l'interprète? Ça veut dire que passé le pic, finalement, la mode est passée, ou début de nouvelles tendances, puisqu'on reste sur les mêmes niveaux de 2023 qui, eux, étaient quand même particulièrement impressionnants par rapport à 2022, si je comprends bien. Ouais. Alors, ce qu'on constatait aussi l'année dernière, c'est qu'on avait 80% des dossiers qui étaient faits dans les 2 premières années, qui étaient substitués dans les 2 premières années de souscription. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que, comme vous le savez, le marché de l'assurance emprunteur a fortement ralenti en 2023 avec la hausse des taux. Bien sûr. Forcément, il y a eu moins de nouveaux dossiers. Et ce qu'on voit cette année, c'est qu'en fait, il y a une diminution. C'est-à-dire que les personnes qui substituent, c'est plus forcément que des personnes qui avaient souscrit dans les 2 premières années, mais c'est plus long. D'accord. Par exemple, on a 69% des personnes qui ont substitué moins de 2 ans après la souscription, alors qu'on était à 80% l'année dernière. Et donc ça veut dire que ça se diffuse quelque part. C'est pas diffuse, juste ceux qui se réfléchissent à un instant T, mais que ça se diffuse à tous les propriétaires. Je pense aussi le nombre de prêts a diminué, d'assurance primaire a diminué, forcément les personnes pensent peut-être, ou les courtiers pensent peut-être à substituer aussi des dossiers qui datent d'il y a plus de 2 ans. Donc ça, c'est ce qu'on constate dans le baromètre. Ludovic Cusieux, c'est ce que vous constatez aussi? Indéniablement, il y a eu un effet nouveauté. Oui. Au moment où la loi Lemoine a été médiatisée, on en a beaucoup parlé, il y a eu un effet nouveauté. Il y a toujours effectivement un filet d'assurance qui sont en renégociation toute l'année. Et ce qu'on constate, en tout cas nous, les affaires nouvelles chez Artémis Courtage, les affaires nouvelles, c'est beaucoup de délégations adossées à un crédit immobilier. Il y a quand même moins aujourd'hui, il y a moins de renégociation d'assurance loi Lemoine. D'accord. Parce que le gros a été fait quand même. Il y a eu un vrai effet nouveauté. Le gros a été fait les 2 premières années. Et quand vous avez changé une fois d'assurance, a priori, si vous avez pris le temps de comparer, on est content et on n'a pas envie de rechanger. Exactement. Mais alors, je pose quand même la question, parce que j'ai quand même l'impression que l'année 2024 a été marquée par des questionnements sur le pouvoir d'achat à chaque mois, voire chaque semaine. Ça pourrait être un levier quand même de pouvoir d'achat, mais on ne voit pas plus finalement de renégociation en 2024. On ne s'attend pas à plus de renégociation en 2025. Agnès Brua, peut-être finalement, effectivement, en tout cas, il n'y a pas de corrélation. Les courtiers nous disent qu'ils s'attendent plutôt à une stabilisation. Pourtant, on a des chiffres concrets. L'APCAT, qui est l'association pour la concurrence dans l'assurance, la promotion de la concurrence en assurance emprunteur, a fait un baromètre dans lequel ils indiquent que plus de 50% en fait des assurés ont fait des économies de plus de 5 000 euros. D'accord. Ça peut aller jusqu'à 15 000 euros, voire même plus. Donc, quand on entend des montants comme ça, on peut se dire que c'est un vrai levier de pouvoir d'achat et que
Effectivement. Dans un contexte Dans comme un celui-là, contexte qui est- parce on que même regarde si ses dépenses. l'inflation diminue, on voit que c'est encore très compliqué pour les ménages. Donc effectivement, il y a un vrai impact sur le pouvoir d'achat. Mais je pense que il y a eu aussi, je pense, on en a beaucoup parlé. Hein. Oui, c'est ça. Vrai que, Moins de traitement médiatique, donc moins de renégociation. Peut-être, et c'est vrai, comme vous le disiez, c'était très attendu. En septembre, quand il y a eu l'ouverture pour le stock, en fait, le stock était déjà prêt. Oui, C'est-à-dire bien sûr. à la fois les courtiers, les clients s'étaient préparés en fait à ça. Voilà, il y a toujours un peu d'essoufflement. Je pense que c'est la communication. Je pense qu'aussi les ménages, ils ont peut-être d'autres problématiques aujourd'hui avec le budget et la fiscalité qui est une grande incertitude, comme vous le savez. Donc ça peut être ça aussi. Ludovic Usieux, une question. Alors, donc, ça fait 2 ans maintenant que la loi Lemoine existe. Est-ce que ça change la manière dont on gère la négociation de son crédit immobilier et le fait qu'une assurance soit adossée, puisque maintenant on sait qu'on peut en changer à tout moment. Est-ce que ça a changé la manière de discuter avec les banques, alors pas forcément en tant que courtier, mais en tant que futur acquéreur d'un bien immobilier ou alors oui, ça change un peu et ça change même du côté des banques, c'est-à-dire que il y a des banques avec un peu de malice qui vous disent à nous, aux clients, quand on est un peu pressé, que c'est pas très grave, on souscrira à l'assurance groupe, ça ira un petit peu plus vite, et puis on aura de toute façon tout loisir par la suite d'en changer et de substituer avec la loi Lemoine. Donc oui, c'est amusant parce que ça devient un argument de vente de l'assurance groupe quelque part. C'est pour ça que j'ai qu'il y a un peu de malice, mais pour le coup, les façons d'en sortir sont beaucoup plus simples aujourd'hui et c'est réel. Avant, moi quand j'ai commencé ce métier, on était un peu enfermé dans son assurance pendant la durée du prêt. Si vous aviez emprunté 20 ans et que vous gardiez votre crédit 20 ans, il y avait quand même peu de façons d'en sortir. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est assez simple. Et les process sont simplifiés par les assureurs et les courtiers. Donc c'est un argument qui fait mouche d'un côté comme de l'autre. Agnès Bruat, est-ce que du coup les assureurs ont dû d'un coup d'un seul s'attendre à voir grossir leur activité côté assurance emprunteur ? C'est-à-dire que là, on attend de voir 2025. Oui, on sait que les banques, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elles cherchent à prêter, elles sont prêtes. Oui, ça, elles le disent ouvertement dans la presse. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'articles dans la presse et ce qu'on comprend, il faut que ça représente des marges importantes pour les banques. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit que la BCE continue à baisser les taux. Maintenant, on sait aussi que avec la dette, la crise du budget en France qui augmente aussi le coût de la dette en France, il y a des effets des vents un peu contraires sur l'incertitude politique et fiscale, bien sûr, notamment pour les investisseurs, parce que c'est vrai que je pense que c'est différent le cas d'un couple qui achète un bien et le cas d'un investisseur, c'est un peu différent. Bien sûr. Ouais. Donc peut-être pour les investisseurs, là en ce moment, il y a quand même une période d'attentisme, mais en tout cas, je pense que pour les ménages, ça reprend. Et puis il y a beaucoup de communication, en effet, des banques positives à ce sujet-là. Pour aller dans le sens d'Agnès, nous on met beaucoup plus de force et d'intensité à aller vers l'assurance déléguée la plus efficace à la mise en place du crédit plutôt que de devoir revenir après sur le sujet. C'est quand même, on a des chiffres de délégation qui sont très bons chez Artémis Courtage. Et si on peut le faire la première fois plutôt que la deuxième, c'est beaucoup plus simple. C'est encore mieux. Oui, bien sûr. Ça évite de revenir sur le sujet après. Oui. Et finalement, c'est mieux comme ça. Oui. Et puis c'est mieux, effectivement. Je suis tout à fait d'accord. Nous, c'est pareil. C'est mieux pour le client final, effectivement. Maintenant, c'est vrai que parfois, quand on veut aller vite et sécuriser son prêt, on peut avoir tendance à se dire je prends l'assurance emprunteur de la banque parce que on veut être sûr d'avoir son prêt et ensuite substituer. Mais Merci à tous les deux. Merci de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Agnès Bruat, directrice générale de MetLife France, mais aussi Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Comment bien sélectionner un ETF ? Voilà le sujet qui va nous animer dans l'œil de l'expert. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Damien Léda. Bonjour Damien Léda. Bonjour Nicolas. Vous êtes directeur de la gestion chez Galilée Asset Management. La question est toute trouvée. Comment bien sélectionner un ETF, Damien Léda ? Eh bien, on sait que les ETF continuent de monter en puissance auprès des investisseurs institutionnels, des banquiers privés, également des jeunes investisseurs. Comment bien les sélectionner ? On a une dizaine de critères qui nous semblent importants. Le premier, si on se place dans une gestion action, c'est de savoir finalement quel type d'ETF sélectionner. On a des ETF passifs, des ETF
actifs qui vont essayer de générer une petite surperformance régulière année après année. On a des ETF smart beta qui vont s'exposer à un style particulier comme le facteur croissance, le facteur value, le facteur momentum. Et on a également des ETF de type inverse ou à effet de levier et des ETF buffer, c'est une nouveauté qui permet d'avoir une certaine protection du capital. Donc déjà, sélectionner le bon type d'ETF est primordial. D'accord. Ensuite, vient la question de la devise. La devise, très important pour un investisseur en euros. Par exemple, si on investit sur un ETF S&P 500, en dollars, la performance en 2024, c'est plus 33%. Si on prend une part couverte, c'est plus 23%. D'accord. Donc l'effet de change peut être significatif en faveur ou en défaveur de l'investisseur. Il convient aussi de sélectionner un type de part adéquate sur la classification SFDR, c'est-à-dire la prise en compte de critères ESG. On a des ETF qui sont SFDR 6 qui ne prêtent pas en compte, 8 ou 9. D'accord. Et puis, d'un point de vue un petit peu plus technique, la liquidité de l'ETF aussi, très important. La place boursière, puisque pour un même code ISIN, on peut avoir différentes places boursières. Ça peut être Londres, Francfort, Amsterdam ou Paris, principalement en Europe. Donc, les frais de courtage peuvent être là aussi différents à vérifier auprès de votre banque. Et de manière plus générale, les frais sur les ETF, c'est à regarder aussi, même Évidemment. si on dit souvent qu'il y en a moins que dans la gestion active, il y en a quand même, donc il faut les regarder. Évidemment, les frais de gestion qui peuvent être de quelques BP pour les stratégies passives les plus communes, jusqu'à 40, 50 BP par an pour des stratégies un petit peu plus sophistiquées. Enfin, on peut citer par exemple la tracking error, qui est la capacité de l'ETF à traquer son indice sous-jacent. Et donc, l'ensemble de ces critères font que parmi les 2800 ETF listés en Europe, on peut être de plus en plus sélectif. Comment est-ce qu'on fait ensuite pour choisir dans les différentes thématiques des ETF qui affichent des thématiques particulières ? Alors c'est l'expertise phare chez Galilée AM, puisque nous regardons 25 thématiques à travers notre codex. L'univers d'ETF thématiques s'est considérablement enrichi au cours des dernières années. Aujourd'hui, on a à peu près 160 ETF dans notre univers d'investissement sur ces 25 thématiques. Là aussi, quelques écueils à éviter, puisque, au contraire des stratégies classiques sur des grands indices, beaucoup d'ETF thématiques n'ont pas, si vous voulez, d'indices de référence à proprement parler, qui soient fidèles à leur thématique. Donc nous, on a contrecarré cet écueil en mettant en place des indicateurs thématiques Galilée, nos ITG, et donc on va mesurer la corrélation des ETF à ces indicateurs pour avoir une corrélation et une pureté la plus élevée possible. Autre point de vigilance, les ETF thématiques se sont beaucoup développés ces dernières années, mais certaines stratégies, des thématiques de niche, ont peut-être parfois du mal à trouver leur public et le succès escompté. Ouais, bien sûr. Donc certains ETF peuvent, après 1 an, 2 ans d'existence, être clôturés par certains fournisseurs d'ETF, faute de succès. Donc c'est très important de les suivre et d'opter pour des ETF qui ont souvent un encours significatif. Il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on peut gérer un portefeuille 100% ETF ? D'ailleurs, on l'entend souvent dans certains types de stratégies. Est-ce que c'est une stratégie viable ? Et oui, puisque aujourd'hui, alors on parle beaucoup d'ETF actions, mais des ETF existent sur d'autres classes d'actifs, les obligations avec les taux souverains notamment, les matières premières, les crypto-monnaies. Donc on peut diversifier son allocation. On a mis en place un partenariat avec BlackRock notamment cette année, qui est le plus grand fournisseur d'ETF au monde. Et notre capacité de sélectionneur de fonds font qu'on a mis en place un mandat de gestion 100% ETF avec des profils équilibrés, prudents, dynamiques pour tout type d'investisseurs. Merci Damien Léda de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le directeur de la gestion de Galilée Asset Management. Merci et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.